La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, banquier de père en fils, c'est ce qui a commencé dans la famille Pennon. On reçoit le fils, un marathonien qui dirige depuis 2016 One Swiss Bank, un établissement genevois qui se prépare à sortir de la bourse. Grégoire Pennon est notre invité aujourd'hui dans B2B. Bonjour Grégoire Pennon. Bonjour. Merci d'être avec nous. One Swiss Bank, c'est une histoire de famille. On reviendra un petit peu plus tard sur le fonctionnement de la banque, la marge des affaires. Elle a été fondée en 2004, cofondée par Bénédicte Hensch et votre père, Robert Pennon, une figure dans le petit monde des banquiers. Il est entre autres à l'origine des fusions qui ont formé la BCV, la BCGE que l'on connaît actuellement. Vous avez dit une fois qu'il vous avait transmis cet esprit entrepreneurial. On va s'attarder un petit peu là-dessus. Comment vous l'a-t-il transmis? Est-ce que c'est ce qu'il faisait? Comment il le faisait? Qu'est-ce qui a suscité cette passion chez vous? C'est intéressant. Bon, déjà, merci de m'accueillir et de m'avoir invité. J'en parlais il n'y a pas très longtemps. J'ai été invité à un forum de management à Montreux avec un de mes amis qui s'appelle Frédéric Bernet. Et il était aussi la deuxième génération qui représentait. Puis on a échangé un peu ensemble dans le train. Et puis je disais que je ne concevais pas du tout que c'était un transfert génétique, d'une certaine manière, mais qu'effectivement l'environnement dans lequel nous avions vécu l'un et l'autre, qui était un petit peu différent, avec des approches paternelles différentes, nous a amené en tout cas, ou éveillé une envie d'entreprendre. Je pense à l'un comme à l'autre. Et alors voilà, ça c'est venu en faisant différentes choses au fur et à mesure de ma vie, puis de ma carrière, de ma vie professionnelle principalement. Mais je pense qu'effectivement, cette transmission est venue d'un modèle. Et comme on peut avoir en fait en entreprise, c'est-à-dire qu'on a un patron, ça peut nous inspirer en bien ou au contraire, d'avoir plutôt envie de partir. Et là, moi, ça m'a plutôt en tout cas donné des idées et puis donné un modèle, en tout cas un certain nombre de valeurs de comment est-ce qu'on s'engage dans la vie professionnelle. Un modèle, parfois un contre-modèle, c'est arrivé? Non, je dirais, je pense pas. Ça nous est arrivé d'avoir des désaccords, mais je pense pas qu'avec mon père, il y a eu de contre-modèle. C'est pas quelqu'un qui a eu aussi quand nous avons travaillé ensemble, parce que non seulement j'ai eu cet environnement jeune. Bon, mon père est parti de la maison, je devais avoir à peu près 15 ans. Mais je dirais sur les années après, on a travaillé ensemble, contrairement à mon demi-frère et puis ma sœur, eux n'ont pas eu l'occasion de travailler avec mon père. J'ai plutôt apprécié cette époque de ma vie, mais par contre, c'était pas du tout quelqu'un d'intrusif. C'est pas quelqu'un qui nous a dit voilà, vous allez devoir faire ci ou ça, ou même professionnellement. Il s'est toujours tenu plutôt à l'écart. Et j'ai pas eu d'exemple de contre-modèle. Par contre, c'est vrai qu'on avait parfois peut-être des différends, des questions générationnelles ou de manière de gérer les choses. Il a été une ressource directe pour vous, ou vous aviez d'autres modèles aussi dans l'entreprise, peut-être dans d'autres secteurs? C'est intéressant. J'ai souvent réfléchi à la question et j'ai trouvé qu'au fond, il m'a manqué souvent dans ma carrière un mentor. Quelqu'un qu'on commence, dont on va s'inspirer, dont on va prendre Donc, des c'était pas votre valeurs, père. etc. Le mentor, c'est pas Ah, votre alors, père. je précise, les autres en tant que tels. Et celui qui s'est le plus rapproché de ça, d'une certaine manière, mais sans vouloir jouer du tout ce rôle, ça a probablement effectivement été mon père. Mais parce qu'il était dans cet environnement, puis je l'observais, ou je disais, il y a des choses qui sont bien, il y a peut-être des choses qui étaient moins bien, sans pour autant que, comme je l'ai dit avant, que ça soit un repoussoir. Mais ça m'a plus inspiré que la plupart des autres personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui probablement me manque, et d'un point de vue managérial, que j'essaie de faire avec des gens avec lesquels je travaille, d'essayer de transmettre justement un modèle, transmettre des conseils et de comment est-ce qu'on doit fonctionner au sein d'une entreprise. La banque, vous n'avez pas de MBA en finance, mais en marketing, communication et e-business. Vous avez dit un jour, je n'ai jamais eu de plan de carrière bien précis. Ce n'est pas coutume chez les banquiers genevois. Alors, j'admets que je sors probablement de la norme. Je l'accepte tout à fait, sans le revendiquer pour autant. Mais effectivement, alors, j'ai pas eu un parcours totalement typique, autant professionnel que, bon, scolaire, c'est relativement normal. Mais j'ai appris la comptabilité à l'école de commerce. Après, j'ai fait le droit à l'université. J'ai effectivement un MBA.
Et puis, pourquoi une spécialisation en marketing communication? Parce qu'à ce moment-là, je travaillais en agence de communication. Alors, c'est en lien avec des activités extra-professionnelles que j'avais. Peut-être que c'est un sujet qu'on abordera. Mais j'ai commencé ma carrière après le droit avec la comptabilité en fiduciaire. Donc, c'était un métier qui était très sérieux. Avec votre père? Avec mon père, ouais, on travaillait pas directement. Lui il avait quelques mandats, mais moi j'ai travaillé avec d'autres personnes et je faisais de la fiscalité. Et puis après quelques années, je m'y retrouvais pas vraiment, ça correspondait pas à ma personnalité, mais ça c'est quelque chose qu'on nous enseigne pas à l'école. Au fond, on n'apprend pas vraiment à se connaître. Le système scolaire chez nous, il nous enseigne du savoir, de la connaissance principalement, mais pas nécessairement à se connaître. J'ai réalisé après quelques années que c'était pas nécessairement moi, alors que tout ça faisait beaucoup de sens en termes un peu de plan de carrière, pour revenir à votre question. Et puis, j'ai décidé là, à ce moment-là, de changer. Une première fois quand la banque s'est créée, donc j'ai bien aimé cet esprit de start-up. Vous en parliez avec Benedict Tench en 2005. Et après quelques mois, j'ai décidé, enfin quelques mois, une année et demie pour être précis, j'ai décidé de quitter parce que justement j'avais envie de mener d'autres choses. Et c'est là que j'ai fait de la communication et du marketing. Et puis à ce moment-là, je me suis dit ça serait bien de valider ça avec une formation. Donc ça explique le MBA qui n'est pas en finance effectivement. 2016, vous reprenez les rênes de la direction de la banque. Si ce n'est pas un plan de carrière, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Dans ma vie professionnelle, j'ai eu différents cycles. Donc, j'ai expliqué le premier d'une certaine manière qui m'a amené dans cette agence de communication. Et puis, je l'ai reproduit. En fait, dans cette agence de communication, c'était une petite PME. Puis, il y avait un certain nombre de défis managériaux dont je n'avais pas totalement conscience parce qu'avant, j'étais un spécialiste en fiduciaire. Je faisais des Lesquels? conseils fiscaux. Ça a commencé par des problématiques de facturation, des problématiques de leadership au sein de l'entreprise, de vision, des problématiques de facturation. Il y avait même des problématiques tout à fait élémentaires de comment est-ce qu'il y avait un économa ou pas. Donc moi, je venais d'une banque à ce moment-là, Benedict Tench, je vous l'avais cité, banquier privé, donc tout était très bien organisé, tout était très propre. Et là, je suis arrivé dans une petite PME genevoise avec 6-7 personnes où c'était, excusez-moi le terme, le bordel en tant que tel. Et donc, il s'agit de... Moi, je venais simplement pour développer le pôle événementiel, mais naturellement, mon tempérament a fait que j'ai réglé plein de problématiques. Et à ce moment-là, j'ai découvert une forme de vocation pour régler des problématiques dans des entreprises. Donc, passer en fait d'un spécialiste que j'avais en fiduciaire à quelqu'un qui va résoudre des problématiques au sein d'une entreprise. Notamment à des associés qui avaient fait un burn-out. Il a fallu compenser. Et puis, ce cycle, en fait, il s'est poursuivi quand je suis revenu dans la fiduciaire. Je suis revenu après pour la redresser et puis la vendre. Donc, en fait, on a restructuré cette fiduciaire pour la vendre après à un groupe qui est BDO, en l'occurrence. Et puis, j'ai refait la même chose. Je suis revenu dans la banque une première fois en 2011. Et après, je l'ai quitté pour redresser une autre entreprise qui faisait de la clinique esthétique à Montreux. Et enfin, je suis revenu à la banque pour aussi la redresser parce qu'elle avait des difficultés à ce moment-là. Et 380 millions d'actifs sous gestion, des problématiques avec la FINMA, enfin toutes sortes de problématiques un peu partout. Et ce que j'ai développé quasiment, on va dire, depuis 2006, c'est une compétence justement pour redresser des entreprises qui ont des difficultés. Donc, mettre les mains dans le cambouis, les repositionner et puis essayer de l'aller à l'avant. Donc, ça, c'est vraiment le contexte. J'étais long, excusez-moi, pour répondre à votre question, mais c'est vraiment le contexte de mon arrivée. C'est parce que j'ai ces compétences-là. Et puis, à ce moment-là, évidemment, ma famille était actionnaire majoritaire de la banque. Une entreprise qui fonctionne trop bien, ça vous ennuie? S'il n'y a pas de problème à résoudre? Bon, il y en a sans doute souvent, tout le temps un peu, mais des gros problèmes structurels, s'il n'y en a pas... J'évoquais avant, dans notre enseignement, dans la manière dont on apprend des choses à l'école, on apprend effectivement des connaissances. On n'apprend pas à se connaître. Et oui, je pense effectivement qu'une partie de mon tempérament est de résoudre des problématiques, alors soit au début d'un projet, soit quand il est dans une phase un peu critique, et après de partir. Alors, des fois, j'associe ça à l'agence touriste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le The 80s dans les années 80, ou bien on règle des problèmes. Il y a aussi Mary Poppins pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a animé, on va dire, à peu près ces 17 dernières années. Et je pense que je ne suis pas fait pour gérer des phases d'entreprise qui ronronnent ou qui sont peut-être où quelque chose est très institutionnalisé. Sans trop anticiper sur la deuxième partie de l'émission, vous vous imaginez encore longtemps à la tête de One Swiss Bank ou maintenant qu'elle a été vraiment structurée, elle est de nouveau rentable, elle commence à ronronner? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une question que je me pose parce que j'ai conscience justement de mon tempérament puis quelles sont mes forces. Et je pense que en tant que responsable d'entreprise,
il est notre devoir de justement d'envisager à un moment donné une succession. Et quelle est la bonne phase? Normalement, la succession, elle doit être préparée, anticipée, et puis elle doit surtout convenir à un moment par rapport à nous, mais aussi de phase où l'entreprise, elle a évolué, puis on a besoin d'autres compétences. Donc, je me pose régulièrement cette question. Je pense que pour l'entreprise, nous avons probablement besoin d'un certain nombre de compétences différentes des miennes pour faire face à un certain nombre de défis à venir, mais je pense que j'ai encore quelques années à donner. Grégoire Pennon, un mot. On n'en a pas encore parlé, le sport. Vous avez été l'un des instigateurs du marathon de Genève au début des années 2000, et pour cause, vous êtes marathonien chevronné. Plus de 15 marathons à votre actif. On m'a dit que vous alliez d'ailleurs prendre le départ du prochain marathon de Genève l'an prochain. Vous avez retravaillé la marque du marathon, repositionné. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce monde du sport? Alors, bon, à la base, moi, j'étais pas un enfant sportif. Alors, j'étais sportif dans le sens, j'ai pratiqué beaucoup de sports, mais tous de manière très modeste et en général plutôt mal. Et au début, à la fin des années 90, 90, j'ai un de mes amis qui m'a dit, tiens, tu voudrais pas aller courir avec moi? On a fait 2 tours du parc des Eaux Vives ensemble. Et j'étais épuisé après. Je lui dis, OK, mais alors tu me laisses 10 mois et on fait un marathon. J'avais tout de suite une assez grande ambition, voilà. Mais c'était une excellente école de vie. Donc j'ai couru mon premier marathon effectivement en 2000. Après, j'en ai couru un certain nombre. Franchement, je tiens pas de registre du nombre, etc. Pour moi, c'est plus une émotion. Je crois le meilleur, mais on en parlait avec un de mes collègues. Et puis, j'avais en tête que c'était 3h19. Et puis, je crois que c'est 3h21 en fait. Donc, c'est vous dire vraiment que je tiens pas de, Non, mais c'est pas mal, je tiens quand pas même. de registre. C'est un bon temps. Oui, oui, et c'était ici à Genève il y a un certain nombre d'années. Et puis après quelques années, j'ai eu l'idée en courant parce que en fait, les idées viennent en courant souvent. Je sais pas si vous faites vous-même de la course à pied un peu. Vélo. Vélo, ouais. Les idées viennent aussi en vélo. Oui, mais on est beaucoup plus concentré sur l'itinéraire, les carrefours, les montées, les on a le temps de voitures, réfléchir. etc. Ouais, dans les montées, on peut réfléchir. Mais sinon, c'est vrai que la course à pied est assez propice et c'est là que j'identifiais une inefficience dans le marché. Donc déjà un petit peu à l'époque, je réfléchissais un peu souvent Un problème à régler. en SWOT, exactement, et puis dire, en fait, il y a toute la place pour faire, une opportunité. Le marché de la course à pied est en croissance, surtout longue distance, et puis à Genève, il n'y avait aucune offre. Donc c'est là qu'on l'a mis en place. Et moi, indépendamment de la course à pied, ça a vraiment été une école de vie. On parlait avant scolairement, je reviens toujours là-dessus, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Et de gérer des projets de ce type-là, ça nous permet de comprendre un certain nombre de compétences que nous avons ou pas, de leadership, de comment est-ce que fédérer autour d'un projet, comment résoudre des problématiques d'un projet. Et pour moi, ça a été vraiment une expérience fondatrice dans ma vie et dans ma carrière. Et je m'en inspire encore beaucoup aujourd'hui dans la manière dont je gère des projets. Une dernière question, j'y pensais en marchant en descente. La course, c'est pas trop mon truc. Je me remémorais ce moment qu'on avait passé avec Benjamin Chandelier dans cette émission, patron d'OC Sport, à qui vous avez donné les clés du marathon de Genève, qui nous disait que le prochain défi, c'est monter en gamme avec cet événement. Il me semble que vous êtes bénévole pour la manifestation, ou vous la courez régulièrement. Vous la sentez, cette montée en gamme? Écoutez, bon, déjà, on s'est rencontrés avec Benjamin, ça devait être, ils nous ont approchés en 2009, je crois. C'était après la 5e édition. On avait quelques difficultés pour reprendre. On avait essayé, puis ça peut être une thématique qu'on peut aborder éventuellement avec, c'est la transmission un peu d'un projet de ce type-là d'entreprise. On a essayé plusieurs fois, sur le point de vue associatif, puis ça n'a pas fonctionné. Puis on les a rencontrés avec Rémi Chandelier à l'époque. Ils étaient 2, ils venaient d'ASO en France, donc Amaury Sport Organisation. Et ils avaient cette volonté de reprendre des choses. Et on leur a complètement confié les rênes de cette manifestation et c'était un grand succès. Ils ont fait des choses que nous n'aurions pas fait parce que des fois, on a un peu une idéologie. Par exemple, une chose que Sortir de la ville. Moi, j'étais un peu dans le modèle, voilà, les courses à pied, les marathons, c'est des marathons urbains. Et eux, ils ont sorti de la ville, ils ont multiplié les formats, ce qui était une bonne chose. Nous, on était un peu sur notre truc. Voilà, ça doit être un marathon, éventuellement un semi, éventuellement un relais. Et c'était une bonne chose. Donc, pour revenir sur mon point de transmettre et d'avoir des nouvelles personnes qui viennent pour aider un projet de se développer, pour moi, c'était vraiment important. Et je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Et je pense que le marathon est très bien à multiplier les formats. Puis il est probablement effectivement aujourd'hui un carrefour de se dire quelle est l'offre. On a atteint aujourd'hui à peu près 18 000 participants. La course est établie, fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on offre ensuite ? Et j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, mais je pense que c'est effectivement une bonne question. Comment est-ce qu'on monte en gamme ?
One Swiss Bank, en quelques mots, une banque genevoise spécialisée dans la gestion d'actifs et la gestion de fortune. C'est le produit de plusieurs banques qui ont été regroupées, fusionnées. La Geneva Swiss Bank, la banque Arner, pardon, la banque Profil de gestion aussi, ça c'était en 2021. Euh, Votre famille, avec votre père, on l'évoquait dans la première partie, détient une part importante du capital et contrôle, on peut dire, la destinée de l'entreprise, en partie, puisqu'elle est quand même cotée, on y revient dans un instant. C'est 80 employés, collaborateurs, 5 milliards de francs sous gestion et un dernier chiffre désormais rentable, près de 6 millions de francs de bénéfices nets au premier semestre. Vous avez annoncé il y a quelques semaines un projet, sortir de bourse la banque, et c'est un projet qui est soumis à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 16 novembre, quelques jours avant qu'on organise cet enregistrement. Vous êtes confiant ? Oui, alors sur l'issue du vote, je pense qu'il n'y a pas énormément d'arguments pour maintenir la cotation en tant que telle. Vous l'avez dit, on a une participation importante à travers ma famille, mais également des associés, puis des collaborateurs, des membres du management qui sont dans la banque. Il n'y a personne qui vient avec un argument pour dire non, il faut absolument le maintenir. Dans la GFI, il y a quelque temps, vous évoquiez notamment le coût d'être coté, entre 300 et 500 000 francs par année, voilà, parce qu'il faut publier beaucoup d'informations. Donc, vous ferez l'économie de cette dépense. C'est la principale motivation. Il y a d'autres projets en voulant sortir de bourse. Non, je pense que bon, les économies, c'est toujours évidemment, ça a toujours une incidence, mais dans la réflexion, nous, ce qu'il faut comprendre, vous avez évoqué les différentes banques que nous avons rassemblées sous One Swiss Bank. C'est pas nous qui avons fait cette introduction en bourse. Elle préexistait. Et c'est quand nous avons, au final, fusionné avec One Swiss Bank, en fait, on a repris une participation majoritaire avec Banque Bénédictine, avec Banque Profil de Gestion. Et Banque Profil de Gestion était, elle, cotée à la bourse. Donc, c'est un héritage. Par des défauts. Exactement. J'ai pas voulu, pour ma part, on m'a régulièrement posé la question, tout le monde était aussi s'accordait à dire mais ça coûte cher, c'est beaucoup de contraintes. J'ai dit attendons, voyons ce que ça donne. C'était évidemment un élément important. Donc il y avait une démarche aussi intellectuelle de dire comment est-ce que tout ça fonctionne. C'était assez intéressant. Après 2 années, ma conclusion est que au final, on a beaucoup de contraintes, il y a des coûts, mais il n'y a pas de véritable valeur ajoutée pour les parties prenantes. C'est ça, avant tout, qui est intéressant. Est-ce que la cotation elle a du sens? Non, il n'y a pas de volume. Nos actionnaires n'ont pas fait un IPO qui leur a permis, d'une certaine manière, de diversifier leurs actifs. Donc, au final, il n'y a pas il y a quasiment pas de floating, etc. Et il y a beaucoup d'actionnaires minoritaires qui nous avaient approchés dans le passé pour nous dire, bah, tiens, on aimerait peut-être vendre, qui avaient des participations de l'ordre de 3, 4, 5%. Et pendant toute cette période, ils n'ont pas vendu. Donc, eux-mêmes, ça ne leur produit pas un bénéfice d'être cotés. Donc, à un moment donné, quand on fait la balance, on dit, au fond, j'ai des contraintes, des coûts, et puis j'ai pas de réels avantages. Mieux vaut, pour les parties prenantes, je dirais de manière globale, mieux vaut le supprimer. Est-ce que vous allez retrouver une forme de liberté aussi, parce qu'il n'y a pas autant d'exigences à remplir? Ça pourrait être l'occasion de continuer avec d'autres acquisitions pour continuer de faire grandir la banque, dont la taille reste modeste. Peut-être juste un point, la liberté, vous avez raison sur ce point-là. Typiquement, là, aujourd'hui, je pourrais vous citer que des chiffres qui sont la situation au 30 juin. Bien sûr. Les données qui sont publiques. Je ne peux pas Pour vous éviter un parler délit de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Exactement. Donc, il y a toujours cette question du délit d'initié. Il y a toujours cette question, est-ce que une fois que j'ai discuté avec quelqu'un, par exemple, on discute ensemble, je dis, je serais très intéressé de racheter la GFI, je devrais me poser tout de suite la question après, est-ce que je dois faire... À vendre, c'est pas grave. Ah bon, voilà. Mais dans l'hypothèse où, je devrais me poser la question, est-ce que je dois faire une publicité événementielle? Et ça, ce sont effectivement des contraintes. Donc là, on retrouve une forme de liberté, puis on n'a pas ces questions à se poser là. Et puis pour répondre à l'autre partie de votre question, qui est au final la croissance, oui, je crois que notre optique, moi, la manière dont j'ai travaillé sur les différents projets qui m'ont occupé dans ma carrière, c'est d'une part de faire de la croissance en termes de fonds de commerce, et d'autre part, travailler la marge. Souvent avant, comme c'était des situations de redressement, c'est de réduire les coûts. Et on peut travailler l'un ou l'autre. On a eu une première phase qui a consisté à grandir, donc de faire de la croissance, qui s'est achevée à peu près en 2021. Entre 2022 et 2023, on a travaillé sur notre marge, principalement. Vous citiez un chiffre qui est le résultat au 30 juin, donc positif. Et je pense que maintenant, ces moyens doivent être mis à disposition pour continuer une phase de croissance. Donc oui, l'optique, c'est de continuer à grandir. Croître vers quelle clientèle? En 2021, vous déclariez que la moitié de vos clients étaient en Suisse. C'est toujours le cas et vous souhaitez augmenter peut-être la part des étrangers? Non, je dirais aujourd'hui, je pense que la clientèle a quand même passablement évolué. Alors la moitié...
c'est exagéré. En termes d'actifs, oui, parce qu'on a une grande partie de clients qui sont des clients institutionnels. On répète donc deux métiers, la gestion de fortune et la gestion d'actifs. Donc actifs, c'est Exactement. les institutionnels. Exactement. Donc, caisses on de a pension, des les caisses de assurances. pension, etc., qui sont nos clients qui sont basés ici. Donc, en termes d'actifs, oui. Par contre, en termes de nombre de clients, c'est moins important. Je reconnais que cette marque est relativement nouvelle. One, qui date de 2019, a un déficit de notoriété. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment des moyens non plus pour développer. Donc, en assemblant ces différents établissements, le but, c'était de travailler aussi sur cette marge, donc avoir un fonds de commerce intéressant, puis de rentrer dans une phase de profitabilité. Votre croissance, elle sera vers les clients privés ou institutionnels? Je pense qu'on va travailler sur les deux. L'optique, c'est de travailler sur la clientèle institutionnelle. Donc, on a dans l'opération avec Banque Profil de Gestion, nous avons récupéré une équipe de gestion d'actifs qui s'appelait effectivement Dynagest, dont on a conservé la marque et l'identité, qui vient de fêter ses 30 ans. Et cet établissement, en fait, qui est totalement intégré chez nous, a des capacités qui sont très intéressantes à destination de clientèle institutionnelle. Et on voit, au fond, il n'y a pas énormément d'établissements avec une culture de niche, petit, qui servent la clientèle institutionnelle. Il y a les deux grandes banques, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Et puis on pense que justement, une partie de cette clientèle institutionnelle souhaiterait travailler davantage avec peut-être des entrepreneurs, des établissements d'une taille qui est peut-être plus comparable à la leur, que de travailler uniquement avec des grandes institutions. Donc là, il y a une place à prendre. Et sur la clientèle privée, je pense qu'on doit faire un travail sur notre offre pour arriver à l'étendre, puis la faire connaître pour arriver à acquérir des parts de marché. Justement, deux questions en lien avec la gestion de fortune. Quelles sont les attentes des nouvelles générations de clients et comment est-ce qu'on se démarque? Je ne vous cache pas que c'est une question qui m'occupe depuis un certain nombre d'années. Et c'est effectivement un véritable défi. Je pense les attentes des nouvelles générations. Moi, je continue à penser qu'une partie de notre métier est dans la relation humaine qu'on a. Je pense que la digitalisation, c'est quelque chose de très bien, qui permet de donner des informations à nos clients, de gérer des processus de manière probablement plus efficiente que ce qu'on faisait dans le passé. Mais je ne crois pas du tout que dans le monde de la banque privée, ça va être le moyen d'interaction avec nos clients. C'est en tout cas pas ma conviction. Donc, je pense que le lien humain est fondamentale avec le client et même les nouvelles générations vont continuer à l'apprécier. Après, comment est-ce qu'on le fait puis quelles sont leurs attentes en termes de service, c'est une vraie question. Il faut savoir qu'on est une banque privée, on s'adresse à des gens qui ont quand même déjà un certain patrimoine, donc les nouvelles générations, à partir de quand elles commencent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? C'est les gens qui ont peut-être réussi à créer une entreprise, qui ont, 35, 40 ans, qu'ils en sont peut-être sortis. Eux ont déjà une certaine maturité de ce qu'ils attendent d'une banque en termes de service. Donc vraiment, la clé, je pense, c'est d'arriver. Et je vais juste prendre un exemple, comme ça, vous me permettez la parenthèse. Je discutais il n'y a pas très longtemps à l'étranger avec un de nos clients qui a fait une fortune très importante dans les crypto-monnaies. Et ce qui n'est pas nécessairement commun, on n'est pas tellement habitué à ces choses-là. Et pour moi, ce qui était fondamental, c'était plutôt d'avoir une discussion avec lui sur qu'est-ce qu'il va faire de son argent, quelle trace il va vouloir laisser. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas la digitalisation qui va résoudre ça, c'est le lien qu'on va avoir et comment est-ce qu'on l'amène à mener une réflexion par rapport à ça. Et d'être capable d'avoir un réseau de partenaires pour l'aider à résoudre ces problématiques-là. En tant que banquier, on est un peu le médecin du patrimoine et on doit justement arriver à aider nos clients à résoudre ces équations. Dernier thème dans cette deuxième partie. L'an dernier, vous avez publié un rapport, votre premier rapport durable. Vous signez un texte, c'est en anglais, donc je le traduis. Notre chemin chaotique vers la durabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors oui, on m'a aussi régulièrement posé la question. Je crois qu'il faut avoir le message en fait de la durabilité est très bon. Moi, je suis convaincu. J'ai une conviction personnelle. Je me déplace en transport public ou à vélo. Je prends des douches froides. Je fais toute une série de choses. Mais je crois qu'à la base, ça doit être une conviction individuelle puis un engagement personnel. Pareil pour une entreprise. En fait, on gère une entreprise un peu comme, on va dire, comme un individu, d'une certaine manière, sur ces thématiques-là. Maintenant, il y a beaucoup de contraintes qui viennent et je pense qu'on a entrepris des choses déjà, en tout cas quand moi je suis arrivé fin 2015 dans la banque, il y a beaucoup de contraintes qui viennent et qui mettent des pressions sur des PME qui, pour elles, comme nous par exemple, on était dans une situation de redressement au départ, la première priorité c'est d'arriver, la première question de durabilité c'est de maintenir l'entreprise, qu'elle continue à exister. Donc c'est pas facile en même temps de gérer de la croissance
et puis d'arriver à sauver une entreprise, de préserver des emplois, puis en même temps d'intégrer toute une série de contraintes, soit-elles réglementaires ou pas, ou d'injonctions sociales Ou qu'on de peut avoir. durabilité. Exactement. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le voir parce qu'en fait, on discute des entreprises qui ont de bonnes notes, des entreprises du SPI ou SMI. SMI, on n'en fait pas partie, comme vous le savez. Mais elles ont des moyens importants à disposition. Quand on a une PME, ce n'est pas le cas. Et mon point est de dire que c'est assez difficile de mener des projets de durabilité dans des PME. Combien même on y croit, et puis qu'il y a une véritable volonté D'où le côté chaotique. Rapidement, quelle part de vos clients demandent des placements durables? Sur la clientèle privée, disons clientèle privée. Alors, sur la clientèle institutionnelle, c'est devenu aujourd'hui clairement une tendance. C'est assez connu, mais la clientèle Exactement. privée, C'est assez faible. C'est clairement assez moins de la faible. moitié? Ah oui, nettement moins que la moitié. On a aussi une clientèle internationale là, qui ont peut-être moins de considération pour le sujet. En revanche, pour toute la partie qui est gérée chez nous, elle est gérée en respectant des principes ESG. Celles et ceux qui ne le demandent pas, parmi vos clients, qu'est-ce que vous le proposez? Vous insistez? Alors, c'est souvent un débat. Moi, je veux pas être dogmatique, en quelque sorte, imposer des choses, plutôt des principes libéraux dans la manière dont je fonctionne. J'ai pas envie de donner des leçons à des clients sur ces sujets-là. Je pense que c'est pas notre rôle d'en donner. On peut les orienter sur des bienfaits, en quelque sorte, des investissements durables. Mais nous, on a plutôt toujours une approche plutôt low profile, c'est-à-dire on fait dans notre gestion, puis après nos clients, ils prennent leurs décisions d'investissement. Moi, je suis venu avec des idées qui étaient un petit peu atypiques dans notre secteur, par exemple, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas prélever le double de courtage, par exemple, si on investit dans une société qui a une mauvaise note ESG, on prend des instituts de rating, CO2, etc. Voilà, exactement. Et puis on double le courtage, par exemple, puis ces moyens sont mis à disposition peut-être pour faire des bonnes actions. Alors, c'est un débat que j'ai mis 2-3 fois sur la table, mais aujourd'hui, j'ai jamais réussi à avoir un consensus très clair et fort pour mon équipe dise ouais, on y va là-dedans. Alors, ça viendra peut-être. Dernière question. Il y a très peu de temps, le Conseil fédéral vient de lancer un avertissement à la place financière en disant vous n'en faites pas assez pour prévenir l'éco-blanchiment. Vous êtes d'accord avec le Conseil fédéral? Bon, alors il y a eu des directives avec l'ASB, bon, L'Association l'éco-blanchiment. suisse des banquiers, oui. Nous, évidemment, moi je me sens assez éloigné de l'éco-blanchiment parce que nous, notre démarche ESG, elle a voulu au départ s'inscrire à l'interne, pas dans des produits. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'acteur, etc., pour être un employeur durable, correct, etc., respecter un certain nombre de critères. Et on n'a jamais fait la promotion sur nos produits. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vantent les mérites. Le Conseil fédéral dit que si rien ne bouge, il va légiférer. Ouais, bon, mais je pense qu'il y a déjà des législations en Europe. Il y a déjà passablement de choses. C'est toujours pareil, si vous voulez, on arrive toujours à un stade où un certain nombre d'acteurs, individus, ont des comportements qui sont un peu déviants, exagérés. Alors, ils peuvent toujours prétendre que les règles n'étaient pas très claires, etc., mais pas toujours responsables. Et on en arrive à légiférer et à imposer des règles à tout le monde. Alors, en tant que petit acteur, moi, ça m'embête parce que toutes ces contraintes, en fait, on se comporte de manière raisonnable parce que quand on entreprend une entreprise, on sait qu'on met en péril le patrimoine de notre famille, de nos proches, des collaborateurs, etc., qui sont investis dans l'entreprise. Et donc, moi, ça me dérange d'avoir systématiquement des nouvelles couches de réglementation qui vont imposer un coût marginal beaucoup plus important chez moi que dans un gros établissement. Donc, je ne trouve pas que ça soit la bonne manière de faire. Mais il faut effectivement, à mon avis, responsabiliser un certain nombre d'acteurs. Grégoire Pennon, le dernier achat qui vous a fait plaisir, c'était quoi? Un chapeau de cow-boy aux États-Unis. Et au contraire, la dépense obligatoire qui vous agace le plus? Alors, les impôts, évidemment. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une dépense. C'est obligatoire, en tout cas. Si vous aviez 1000 francs à disposition pour démarrer une épargne, dans quelle classe d'actifs investiriez-vous? Les actions. Le meilleur investissement que vous ayez jamais réalisé? C'est celui dans One Swiss Bank. Et on termine avec la cuisine. On sait que vous aimez cuisiner. Vous a-t-elle déjà permis de décrocher des contrats avec de nouveaux clients? J'ai fait des raclettes pour des clients à la banque.
Donc, est-ce que Marché. ça a fait... ça sentait la raclette en tout cas, mais ça laisse un souvenir mémorable. Merci beaucoup, Grégoire Merci à Pénon, vous. d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. Et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.